Sommes-nous encore capables d'adapter des univers fictionnels sans distiller les idéologies de notre propre époque? C'est la question que je me suis posée après avoir enduré cette première saison de Rings of Power, promue par Amazon comme la nouvelle sensation inévitable. Avec un budget faramineux de 60 millions par épisode, sa volonté de transcrire le deuxième âge encore jamais vu à l'écran, et son appel du pied aux nostalgiques des films de Peter Jackson, cette série promettait. Elle promettait, comme je le disais, mais c'est une promesse qui a commencé à périr dès que les premières bandes annonces sont sorties, et que la communication s'est faite, disons-le clairement, sur le casting, composé d'acteurs issus de minorités. Minorités qui représentent, d'après la productrice elle-même, et là je cite, le monde d'aujourd'hui. Dans une interview qu'elle a donnée à Vanity Fair, elle nous explique que Tolkien est pour tout le monde, et que le monde de Tolkien doit représenter le monde tel qu'il est de nos jours. Mais justement, c'est la question que je pose. Est-ce que le monde de Tolkien est censé représenter le monde d'aujourd'hui? Plus largement, est-ce qu'une mythologie, puisqu'on peut parler d'une forme de mythologie, Tolkien lui-même parlait d'une mythologie pour l'Angleterre, est-ce qu'une mythologie est censée représenter le monde actuel, le monde contemporain? Est-ce que de fait nous sommes encore capables d'adapter des univers fictionnels sans distiller les éléments de notre époque? C'est la question que je posais au début. Avec Rings of Power, selon moi, Amazon confirme une tendance qui va croissante dans les années à venir, sous l'effet du wokisme, c'est celle de faire du nombrilisme idéologique avec les œuvres. C'est un débat qui est tout à fait légitime, n'en déplaise aux producteurs et aux acteurs qui sont parfois militants à travers cette série. On ne peut pas se contenter d'accuser les fans de racisme et espérer s'en sortir, c'est dit. Il y a autre chose qui se joue dans cette pseudo-adaptation, puisqu'on sait bien que Amazon n'a pas eu les droits du Silmarillion, et qu'en fait il se base que sur quelques éléments des appendices. Donc c'est moins une adaptation que de la fanfiction, je vais y revenir par la suite. Mais il y a autre chose donc, qui se joue, je le disais, on peut se demander si le sort à venir de toute mythologie adaptée de l'œuvre d'un auteur va passer sous la moulinette de la modernité multiculturaliste et du capitalisme qui cherche à conquérir la masse. Inutile de rappeler que nous sommes en face d'un produit qui est 100% américain et qui, selon moi, n'est capable que de contempler sa propre société en s'affirmant supérieur. En définitive, si on devait un petit peu résumer la chose, et si on repense aux rumeurs qui nous disent que Jeff Bezos ne serait pas un grand fan de Tolkien, que Jeff Bezos considère que Tolkien est un méchant anglais un petit peu réac, en définitive, on peut se dire que Tolkien, avec Amazon, doit être passé à la moulinette du progrès, et son univers mis au goût du jour. Je disais tout à l'heure que Tolkien lui-même voulait créer une mythologie pour l'Angleterre. Alors, une Angleterre qui serait mythique, plongée dans un continent aux références européennes certaines. On sait que l'univers de Tolkien, c'est un mélange de plusieurs grandes références de la tradition européenne. Les récits nordiques, scandinaves, les récits celtes, des références chrétiennes, donc le côté celte et chrétien se mélangent à travers les grands récits de la table ronde de Chrétien de Troyes, dont Tolkien s'inspire et qu'il connaissait très bien. C'est un territoire qui fut donc, et qui n'a pas à l'origine vocation à représenter une quelconque société multiculturelle. Si l'on devait revenir à un temps aussi lointain, en fait, quand on y pense, la moindre civilisation serait ethniquement homogène. Et d'ailleurs, quand on regarde l'adaptation de Peter Jackson, on se rend compte que c'est ce qu'il avait fait lui. Il avait aucun problème à mettre de l'avant un casting diversifié, sauf que chaque peuple était représenté de manière homogène. Vous aviez donc les elfes, vous aviez les nains, vous aviez les hommes, et en face d'eux, vous aviez les Arad, les Aradrim qui venaient de l'Orient, c'est ce que Tolkien décrit lui-même dans son œuvre, c'est-à-dire que la Terre du Milieu n'est pas en fait le monde entier. La Terre du Milieu, c'est censé être une Europe, en fait, une Europe qu'il imagine, qu'il réimagine avec des peuples fantastiques, merveilleux. Mais l'Orient existe tout à fait dans cet univers-là. Les Haradrim sont un exemple, ce sont des Orientaux. Et Peter Jackson, dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit bien, a choisi de représenter les Haradrim comme étant tous basanés, ce qui est tout à fait logique, ce sont des Orientaux. Et le moment où les chevaliers du Rohan les voient, les découvrent, c'est une super pour eux. C'est incroyable pour eux de voir quelqu'un, une personne déjà d'une autre couleur, qui en plus est en train de chevaucher un éléphant géant, qui n'a pas du tout le même habit, la même armure, c'est une culture différente qui arrive en face d'eux, et ça leur fait un choc, et en même temps c'est magnifique de voir ça. On se souvient de la scène où Frodon et Sam eux-mêmes voient l'olifant arriver avec les hommes de l'Est, et ils sont stupéfaits, et ils trouvent ça merveilleux, parce qu'ils découvrent une autre culture.
Donc ce que je dis en substance ici, c'est que en rendant le moindre peuple de Rings of Power multiculturel, cette idée de la différence et de la diversité perd en fait bizarrement de sa force, à l'inverse de ce qu'ils ont voulu faire. Je dirais que dans mon cas, cette volonté quelque peu puérile, nombriliste des producteurs et des créateurs de mettre de l'idéologie dans une œuvre mythologique, de fantasy, fait quelque peu sortir le spectateur de l'univers. En tout cas, c'est mon cas. J'ai plus de mal à y croire, en fait. C'est un des principaux grands reproches que je ferai à la série. Au-delà de ses soucis d'écriture, qui sont clairs, beaucoup les ont déjà analysés, le jeu d'acteur est souvent terrible, les dialogues pompeux qui montrent également que quand on sort en fait du terreau originel, c'est-à-dire qu'on n'a plus les droits de la plume de Tolkien, certains auteurs modernes ne peuvent restituer une plume aussi poétique. Ça devient pompeux, ça devient lourd, ça devient surjoué, et on n'y croit pas du tout. Un reproche donc que je ferais, c'est celui d'une immersion qui est brisée. Parce que pour moi, qui dit mythologie dit un temps ancestral. Un temps qui, loin du nôtre, nous paraît totalement étranger. Comment dès lors croire à une terre mythologique si elle est similaire à ce que nous connaissons dans nos sociétés contemporaines? En regardant Le Seigneur des Anneaux, adaptation de Peter Jackson, nous sortons de nos sociétés multiculturelles. Nous entrons de plein pied dans des sociétés qui furent et qui ont disparu, du moins en Occident. De fait, on croit davantage à leur caractère ancien, à leur caractère mythique. Un temps où voir des hommes de couleur chevaucher des olifants, c'était un spectacle incroyable, et où la diversité était celle des hommes avec leur propre culture sur leurs terres respectives. Non un melting pot racial, forcé dans la gueule des spectateurs qu'on pense incapables d'imaginer une autre société. Je pourrais donner un exemple un peu plus clair. Est-ce qu'on imaginerait une mythologie africaine adaptée avec une société multiculturelle? Ou une histoire, une légende mongole avec des blancs et des noirs? Alors ça existe, vous allez me dire, Genghis Khan avait été joué par John Wayne, et le problème est similaire en fait. Est-ce qu'on peut croire à un territoire et à une histoire contée sur cette terre si les acteurs ne représentent pas l'horizon d'attente? En l'occurrence, Genghis Khan, on préférait qu'il soit joué par un mongol. Mais ce n'est pas ça l'enjeu principal en fait. Il y a dans cette série toute une problématique qui est liée aux idéologies au pluriel. Ce n'est pas seulement le multiculturalisme. Le problème c'est de faire de la vertu, c'est de faire de la morale dans une série dont on veut autre chose. Rings of Power pourrait être résumé à un mot selon moi, et ce mot c'est vulgarité. Vulgarité de l'écriture, vulgarité des personnages, vulgarité du fanbaiting, c'est un terme anglais qui veut dire qu'en fait on essaie d'attirer les fans avec des références qu'ils connaissent déjà. À ce sujet, comment est-ce qu'on peut accepter que les créateurs nous mettent dans la gorge Gandalf, qui n'est pas censé apparaître à cette époque-là, qui n'est pas censé apparaître de cette façon en plus, qu'on nous mette donc dans la gorge des personnages qui font référence en fait à. Et je pense au-delà de Gandalf à même la jeune femme hobbit qui l'accompagne et qui est clairement une référence à Frodon. Cette façon de dire « regardez, ça vous dit quelque chose ça ?» Ah bah oui, on vous fait des références et comme ça vous allez apprécier le produit, est infantilisante. Et au-delà bien sûr de l'infantilisme, elle est purement marketing. Vulgarité par appât du gain donc, et surtout vulgarité idéologique, car j'ai disserté précédemment sur le multiculturalisme, mais que dire de l'ultra-féminisme m'as-tu vu qui est insupportable dans cette série? On peut être tout à fait féministe sans vouloir regarder une série qui est à ce point vulgaire dans sa dépiction du féminisme. À quel point Amazon prend-il les spectateurs pour des imbéciles lorsque le moindre héros masculin est rendu ridicule et que chaque grand chef sage de la série est une femme? Soyons honnêtes, entre Galadriel, que les producteurs ont massacré en pensant qu'une femme désagréable était une femme qui s'impose, la reine régente de Numénor, Nyriel, Disa, la femme de Durin, qui est plus sage que lui, comment ne pas voir la vulgarité d'un féminisme à peine subtil? Et que dire de Bronwyn, cette paysanne qui dirige son triste petit peuple contre les orques? Est-ce que c'est pas ridicule? L'aspect m'as-tu vu de la série entre en collision avec la force de Tolkien, qui est celle de comprendre le terreau traditionnel dans lequel baigne son univers. Un univers traditionnel basé sur des sociétés médiévales. Et dans ces sociétés-là, chacun était à sa place. Et c'est lorsqu'une seule personne entre en conflit avec le rôle qu'elle a dans cette société traditionnelle qu'elle devient héroïque. Je vous donne un exemple parfait. Éowyn, la fille du roi Théoden, ne peut prétendre au combat. C'est la fille du roi, elle a une place qui lui est attribuée, elle ne peut pas se battre aux côtés des autres soldats. Aragorn lui rappelle par ailleurs, puisqu'elle s'en plaint, elle veut se battre, mais Aragorn lui dit « ce n'est pas votre rôle ». En se déguisant pour combattre aux côtés des hommes du Rohan, elle devient une Jeanne d'Arc, une héroïne féminine qui brise les codes d'une société traditionnelle.
Est-ce qu'elle va se mettre à insulter tout le monde pour parvenir à ses fins comme Galadriel? Par exemple, manquer de respect à la reine Nyriel, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'elle va taper du pied face à la hiérarchie de son monde et essayer de se révolter contre toute la société? Non. Elle se dissimule et elle part au combat dans la fierté sans en faire un pataquès ridicule. Et lorsqu'elle triomphe du roi sorcier, son héroïsme féminin est bien supérieur à tout ce qu'Amazon espère nous conter, en nous jetant en pleine face des héroïnes toutes faites, qui évolueraient dans une société dans laquelle on ne questionnerait même pas leur place. À quel moment, dans un monde médiéval, un personnage comme Bronwyn serait-il écouté et suivi par son peuple? Et ce n'est pas antiféministe que de dire ça, au contraire. La série est plus antiféministe qu'autre chose. Elle prend les gens pour des imbéciles. Elle nous met des personnages qui n'ont aucune cohérence sous les yeux et veut se faire croire féministe, mais elle ne l'est pas du tout, elle est juste vulgaire en fait. On n'y croit pas. On voit donc que Rings of Power n'est rien de plus qu'une fanfiction d'Américains fanatisés par les idéologies modernes. Des Américains clichés, incapables de sortir du nombril de leur propre culture, qui adaptent, alors adapte est vraiment un grand mot, un auteur anglais profondément versé dans les récits de la tradition européenne, et qui le convertissent au mode de leur propre époque. Il en résulte une série de fanfictions qui se complaît dans sa morale, qu'elle pense juste, et qui, quand elle se fait critiquer, campe sur ses positions moralisantes et accuse les fans de racisme, de fascisme, et qu'est-ce que je sais encore. Série américaine, je disais, parce que même les enjeux sont réduits. À ce sujet, j'analyse la lutte du peuple des Southlands comme construite d'un point de vue purement américain. La façon dont c'est fait est américaine. Nul grand royaume n'affronte les orques, il n'y a rien de spécialement épique qui se produit, rien de grande échelle. Au contraire, il s'agit d'une jeune femme, de la plèbe, Bronwyn, qui dirige ses pairs. Selon moi, on reconnaît ici la vision de la Révolution américaine, faite par le peuple et par un petit groupe à l'origine. C'est ici un exemple de la vision américaine qui est dans cette série. Nous sommes loin des visions européennes dans lesquelles les royaumes s'entrechoquent, les cités brûlent et les légions pullulent. C'est le peuple qui se prend en main, aussi petit soit-il, face au mal. Pourtant, les Américains savent créer du spectacle. Je dis pas le contraire, mais Rings of Power s'enfonce dans la médiocrité, dans une absence d'enjeu et de souffle épique. Tout est littéralement concentré dans l'individualité de personnages qui pensent mériter leur rage et ne devoir rien à personne. À ce titre, une nouvelle fois, que penser de Galadriel, capable de s'opposer au haut roi Gil-galad sans aucune conséquence? Ou alors des échanges entre Elrond et Durin qui sont fort sympathiques. Ça fait partie d'ailleurs des meilleurs éléments de la série, ces personnages-là. Leur amitié est magnifique. Mais leurs échanges témoignent de quoi? Ils témoignent d'une volonté de réduire la diplomatie entre deux nations à des larmoiements amicaux. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors que les enjeux sont bien plus grands que ça. Ça devrait être beaucoup plus important que ça. Mais ça nous est montré sous le prisme d'individus, de pleurnicherie et en fait de pure émotion. Alors que dans l'œuvre de Tolkien, les personnages ont leur faiblesse, ils ont leur individualité, mais ils sont au service de quelque chose de plus grand, quelque chose qui les dépasse et ils le savent. Dans la série, c'est tout l'inverse. Galadriel, encore une fois, pense que sa rage, sa vengeance, prend le pas par-dessus tout. Et ce n'est pas cohérent avec un personnage qui correspondrait à cet univers et à cette société d'inspiration médiévale. Toute cette vulgarité idéologique doit être comprise selon moi comme ce qu'elle est. L'incapacité progressive de certains auteurs de notre temps de se détacher du nombril idéologique. Bien sûr, encore une fois, il ne faut pas occulter la logique mercantile. En se faisant une série plutôt woke, multiculturelle et féministe, la série cherche à toucher un grand public, c'est logique. On cherche à séduire les masses qui sont acquises à des causes progressistes. Des causes qui sont justes, certainement, mais qui sont ici extrêmement vulgaires. Et dans la face. Et c'est bien ça qui est gênant. Il n'y a rien de vertueux, en fait, dans cette série. Ces producteurs et ces auteurs sont au service de leur portefeuille. A contrario de Peter Jackson. Lui qui, même s'il avait fait du grand spectacle et que la Tolkien Society avait râlé, avait quand même davantage compris que l'univers auquel il touchait ne pouvait baigner que très peu dans les références contemporaines, sous peine de le rendre caduque et sans âme. Je terminerai cette vidéo, cette analyse, en arguant que cette vulgarité atteint son paroxysme lorsqu'il est décidé, au cas où les spectateurs seraient des crétins carabinés, d'écrire littéralement dans le ciel Mordor, pour bien faire comprendre la transformation des Southlands. Quand on a vu ça, on a tout compris, et il n'y a plus grand-chose à ajouter.